plein sud en direction du lac. Qu'est-ce qui se passe si je... Attention, j'allume. Sur son îlot rocheux, comme ça, on la croirait posée sur le lac, cette forteresse. Je suis reporter, mais comme eux, je suis aussi pilote. Au nom de notre passion commune, je leur ai demandé de m'emmener survoler leur région, leur pays, de partager les commandes et de me servir de guide. I can fly, I swear I can touch the sky. I can fly, say goodbye. It's a breakout, and I swear I will be back, 'cause I can fly. Cette fois, je vous emmène survoler le plus grand lac d'Europe, le lac Léman, sur les bords duquel je découvrirai les spectaculaires vignes de Lavaux. J'irai ensuite visiter à Baie une mine de sel ancestrale, avant de monter à Nanda, écouter sonner le cor des Alpes. Je suis aujourd'hui en Suisse, au petit aéroport de Lausanne qui accueille l'aviation d'affaires et l'aviation de loisirs. Et celui qui va aujourd'hui me faire découvrir son pays s'appelle Pierre Janet. Pierre rêvait de voler depuis sa plus tendre enfance, mais ce n'est qu'à 30 ans qu'il a appris à piloter au Mozambique, où il habitait. Il est devenu pilote de brousse, il a beaucoup volé pour l'humanitaire, et même à son retour de Suisse, il est resté un pilote-instructeur passionné. Il a 70 ans maintenant et 9000 heures de vol au compteur. Bonjour Pierre. Bonjour Vincent. Prêt pour le millionième vol? Je sais Prêt? pas combien. Oui, c'est cela. Un peu plus. C'est celui-ci qu'on prend? C'est celui-là, le L4. Tu m'aides à le sortir? Ouais. On y va. Tu montes sur le pneu. Tu enjambes. Chez nous, on dit camber. Et Pierre reste dehors parce que cet avion, il date des années 40 et il n'a pas de démarreur électrique. Donc il va falloir le démarrer à la main. Alors tu mets les pieds sur les freins. Ouais, c'est bon. Tu tiens le manche en arrière. La main sur les gaz. L'avion est toujours à toi. Ok, je l'ai. Il y a des lignes à haute tension juste à côté. Alors ça c'est rien. À Oui, B, oui. tu seras servi 5 degrés plus à gauche à cause du bruit. Ouais. On est en train d'éviter les maisons au décollage parce que c'est vrai qu'en aviation, il faut faire attention aussi aux gens qui sont en dessous. Ils ne sont pas toujours très contents de nous entendre. Alors au-dessous de mon village, où j'habite. Ah, ici là? Oui, celui-ci, Chezeaux. Chezeaux. Alors plein sud en direction du lac. Alors on va arriver à Lausanne. Tu peux prendre Ouchy. Donc c'est le port et puis ensuite on va suivre le bord du lac et le vignoble. Si je m'éloigne un peu trop de ce rivage, je me retrouve en France. Le lac Léman, ou lac de Genève, est traversé par la frontière franco-suisse en son exact milieu. Alors c'est un grand lac, hein, c'est 483 km², mais il ne gèle jamais l'hiver. Non, non, tu l'as jamais vu geler. Non, on l'a jamais vu geler. Il paraît qu'en été, il peut même atteindre 22, 25 degrés. Oui, il est monté à 23. On vient de quitter les abords de Lausanne et on voit apparaître déjà devant les premiers vignobles de Lavaux. C'est un vignoble qui fait partie des quelques rares domaines viticoles à être classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Voilà, on fait un petit tour pour survoler ce superbe vignoble. Et vous le voyez, ce vignoble est constitué d'une multitude de terrasses. Il y en a 10 000 en tout, sur 800 hectares. Et pour faire ces terrasses, on a fait des murs. Il y en a 400 km. Et on y fait aussi quand même un vin très très bon. On va descendre voir ça. Sur une bande d'à peine 30 km de long, entre Lausanne et Montreux, on trouve plus de 1200 exploitations, de petite taille donc, et le plus souvent familiales.
comme celle d'Éric Bovy et ses frères. Ils sont vignerons ici depuis 3 générations, mais ce domaine a été créé sur ces pentes escarpées il y a des siècles. Et qu'est-ce qui a eu l'idée de faire des vignes ici? Alors, le développement de la viticulture à Lavaux date à peu près du XIIe siècle. Ouais. C'est des moines cisterciens qui ont commencé à défricher les forêts pour planter de la vigne, pour le vin de messe. Et après, depuis le 15e, 16e siècle, ce sont Des vignerons comme vous. des vignerons comme nous, exactement. Alors, il faut faire attention. Oh là là. C'est raide. Combien de pentes là? Là, on a 60 jusqu'à 80% de pente de ce vignoble. Il faut déjà essayer Et pour les vendanges alors? Alors, pour les vendanges, la cueillette se fait à la main. Et puis, pour transporter la récolte, le raisin, c'est ou sur le dos, où on a ces fameux monorails. Et on met les caissettes avec le raisin là-dessus. Ouais. Et on remonte. Bon, on va s'en servir pour On fait un remonter, petit non? tour. Ouais. Allez, on fait un petit tour. Alors... Je me mets là, hein. Oh. T'as des couleurs qui changent sur le lac, c'est splendide. Ah, c'est magnifique. Alors ici, c'est surtout du chasselas qu'on produit. Du chasselas? Ouais. D'accord. Et ça fait quel genre de vin? Donc ça fait des vins blancs secs, avec un petit côté pétillant qui est très agréable, c'est fruité, frais. Alors là, on est en train d'ébourgeonner. Donc comme on peut voir, il y a beaucoup de rameaux qui sortent, il y en a trop. Ouais. Donc on ne laisse que 6 par plante. Alors là, ça par exemple, j'enlève. Alors celui-là, ouais, on peut l'enlever, celui-là. Hop. Celui-ci aussi. Celui-là aussi. On va enlever celui-là. Et puis le dernier tout en bas, on peut aussi enlever. Comme ça. Donc le but du jeu, en fait, c'est qu'ils aient un ensoleillement au maximum. Exactement. Exposé plein sud, le vignoble bénéficie du rayonnement direct du soleil, mais aussi de son reflet dans le lac et de sa chaleur que les murs de pierre accumulent le jour et restituent la nuit. C'est ce qu'on appelle ici les 3 soleils. Alors voilà, donc là on arrive dans la partie traditionnelle de notre cave. Donc c'est tout des tonneaux en chêne. Mon grand-père qui a fait les peintures et les sculptures sur chacun de ces tonneaux. Ils font à peu près 5000 litres chacun. Qu'est-ce qui se passe si je... Ça a répondu? Pas mauvais. C'est pas mauvais. Pas encore prêt. On commence à mettre en bouteille, là, ces jours. Le millésime 2011. Et vous faites beaucoup de vin en Suisse? Non, la Suisse est un petit pays producteur. Il y a à peu près 14 000 hectares. Ouais. Ce qui correspond un peu plus petit que le vignoble du Beaujolais, à titre de comparaison. L'ensemble de la production suisse ne couvre que 40% de la consommation. On doit importer 60% de notre consommation. Ah oui, quand même. Ah ben, on se défend aussi. Éric, ses frères et leur père produisent 250 000 bouteilles par an. Des bouteilles typiquement vaudoises, avec un goulot très épais, qu'ils bouchent et conditionnent en famille, bien entendu. Est-ce que tu veux être vigneron plus tard? Ouais, ça te plairait bien? Moi, oui. Toi, oui? La relève est assurée en tout cas. La relève est assurée. Alors on va boire à la vaudoise. Alors c'est comment à la vaudoise? Déjà c'est un petit verre. Boire à la vaudoise, donc on fait un cercle et on prend qu'un seul verre et on boit chacun notre tour. Ah d'accord. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop traîner, parce que autrement les voisins ne sont pas contents. Sautez, sautez. On peut pas trinquer avec votre technique. Ça, c'est bon, Non, mais on dit sauter quand même. Santé. Santé, ouais. Alors si j'ai bien compris, c'est Bernard, le père, qui a œuvré pour que cette région soit au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un label, donc ça donne une notoriété quand même à une région. Mais ici à Lavaux, on dirait que c'est presque un site de spectacle, parce que c'est la grandeur et la beauté du paysage.
Il a bien parlé, il a le droit. à Ouais, j'ai aussi droit à un verre. Ouais, mais C'était son tour. je voulais pas... Avec modération, évidemment. Bon, je vous remercie beaucoup Très bien, voilà. de votre Au revoir, accueil. monsieur. Merci. Bon après-midi, au revoir. Hein. Merci la famille Bovy. Alors, Au plaisir. Au revoir. Depuis que ce site a été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité en 2007, les vignerons de Lavaux et la famille Bovy ont reçu beaucoup de visites de l'étranger. Pour autant, il est rarissime de trouver leur vin à l'export. Pour le déguster, il vous faudra aller en Suisse. Tiens Pierre, je t'ai ramené ça. Ah, Des magnifique. vignobles. Super. Ah, puis Saint-Symphorien. Ah, je l'ai goûté, il n'est pas mauvais. Hein. Ah, c'est magnifique. On le boira à ta santé. D'accord. Voilà, et on survole maintenant Montreux. Montreux qui est célèbre dans le monde entier pour son festival de jazz qui a été créé en 1967 et qui a vraiment accueilli tous les plus grands du jazz. Mais ce qu'on oublie aussi souvent de dire, c'est que cette ville est liée aussi à l'histoire du rock. La mythique chanson Smoke on the Water de Deep Purple a été écrite ici aussi. Smoke on the Water évoque l'incendie du casino de Montreux qui a eu lieu en 1971 pendant un concert de Frank Zappa. Smoke on the water. Tu connais ça, Pierre? Non. Ah oui, ça y est. Magnifique château de Chillon, c'est ça? C'est Chillon? C'est là, c'est le château de Sion. Bon, et cette forteresse, elle a été construite au XIIe siècle par la famille de Savoie, qui voulait avoir le contrôle sur les passages le long du lac Léman. En fait, c'était un axe certainement de passage en Europe, entre le nord et le sud de l'Europe. Sur son îlot rocheux, comme ça, on la croirait posée sur le lac, cette forteresse. Alors là, on a quitté le lac Léman, hein, on n'est plus au-dessus de l'eau, et on suit un fleuve qui est le Rhône. On est dans la vallée du Rhône. Et oui, je rappelle aux Français que la vallée du Rhône, ce n'est pas seulement ce qui descend du nord au sud pour se jeter dans la Méditerranée. Le Rhône prend sa source en Suisse, hein, dans le glacier du Rhône, et se jette dans le lac Léman, et ressort en France. On voit dès la sortie du lac Léman qu'on est entouré de montagnes. Je crois que 61% du territoire suisse est couvert par les Alpes et que 48 sommets font plus de 4000 mètres. Pour autant, il y a 60 millions d'années, eh bien, c'était la mer qu'il y avait ici. Et qui dit mer, dit sel. D'où la présence étonnante d'une mine de sel ici à Baie. On raconte qu'au XVe siècle, un berger venu abreuver ses bêtes dans cette rivière fut intrigué de voir une de ses brebis lécher la roche. En la goûtant à son tour, il réalisa qu'elle était salée. Comme le sel était un trésor à l'époque, on commença vite à creuser la montagne. Bonjour. Bonjour Vincent, Bonjour Alain. bienvenue à la mine. Merci. Cette mine, elle est encore exploitée. Elle est encore exploitée. Ouais. Oui. Et vous, ça fait longtemps que vous y Ça fait travaillez? 20 ans environ. Mais on peut la visiter. On va y aller. Alain Fiot est intarissable sur l'histoire et le fonctionnement de la mine, dont il connaît la moindre galerie. C'est vraiment superbe ici. Hein. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un réservoir d'eau salée, un réservoir de Saumur précisément, creusé à la main au XVIIIe siècle. À la main? À la main. Si tu observes les piliers, on voit encore les traces laissées par les innombrables coups de marteau. Donc, on stockait l'eau salée ici, et qu'est-ce qu'on faisait après? On la sortait du réservoir pour la cuire, on la cuisait dans des grands poêles à charbon et on allait en extraire le sel, on évaporait l'eau, tout simplement. D'accord. Oh là là! Qu'est-ce que c'est que ce trou? C'est énorme! Alors là, tu as un puits, c'est le puits du Bouillet, creusé à la main, tout comme le réservoir qu'on vient de traverser pendant plus d'un quart de siècle. 26 ans précisément, pour des prunes, pourrait-on dire, parce qu'il n'y avait pas un grain de sel. On n'a rien trouvé ici. Et c'est profond de combien? Alors visible, n'en sont que 45 mètres jusqu'à l'eau, qu'on voit là au fond, à peu près immergé 170 mètres. Profondeur totale, 214 mètres 50. 214 mètres 50 à la main? À la main. Pour rien? Pour rien. On a trouvé du sel ailleurs quand même. On en a trouvé un peu plus bas, et là on va y aller en train. En train, allez. 3 kilomètres de galeries ont été creusés dans la roche,
nous allons en parcourir la moitié pour accéder à l'actuelle zone de forage. Une demi-heure de voyage, dans la pénombre de boyaux étroits, claustrophobe s'abstenir. Ah ben Voilà, ça, on est arrivé. On est profond là? On est à peu près 1000 mètres sous terre. Et alors comment on tire le sel de cette montagne? Je vais t'expliquer ça, on va s'approcher de cette zone. On a commencé par faire des trous dans la montagne pour sortir ce qui est là devant toi, ce qu'on appelle des carottes de forage. Et partout où on a trouvé du sel, on a installé des doubles tubes. Une fois que ça sont terminés, on va amener de l'eau douce dans la mine, de l'extérieur, qu'on va injecter. On voit ici, par exemple, par le tube central. Cette eau douce file dans la roche, dissout le sel, et par pression d'eau douce remonte sur mur saturé. Donc, on injecte de l'eau douce, elle se charge de sel, exact, et elle ressort par un autre tuyau salé. Voilà. Tout à fait juste. Et là, c'est d'autres forages. Là. La saumure, c'est-à-dire l'eau chargée de sel, est stockée dans ces grands réservoirs souterrains, aussi salés que la mer morte. On en extraira son précieux chlorure de sodium en la faisant bouillir dans l'usine qui se trouve en surface, la saline. Mais en y montant, Alain s'arrête à l'ancienne mine, transformée en musée. Il veut me montrer les dangers qu'avec leurs lampes à huile sur le front, les mineurs du siècle dernier encouraient. En 1920, a eu lieu ce forage ici qui a dégagé une source salée et qui contenait du méthane. D'accord. C'est un gaz très dangereux car il est inodore et incolore. Attention, j'allume. Voilà, hein, le méthane. Tu vois qu'il y a une belle pression. Ça, c'est très étonnant. C'est de l'eau C'est de l'eau salée, c'est une source naturelle salée qui contient la poche de gaz. Et le gaz s'enflamme directement dans l'eau. Voilà ce qui faisait peur aux mineurs. « 10% seulement de ce sel finira sur les tables suisses. La majeure partie sert au salage des routes, qui est très important ici vu le nombre de montagnes et la rigueur des hivers. » Merci beaucoup Alain. C'est un plaisir. Alors je te remets en fait ce sel car au Moyen-Âge on disait qu'apporter du sel c'était apporter la vie. Alors voilà, je t'apporte un peu de vie des Alpes. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Bon voyage. Ciao. Un autre Piper Cub s'aligne à nos côtés. Un ami de Pierre va survoler avec nous la vallée du Rhône et les montagnes environnantes. Donc alors, on te suit parce que t'es devant nous. Hop là. J'ai du mal à le tenir, ça bouge beaucoup. C'est ça qu'on appelle le faune. Et la porte qui s'ouvre, regarde. Oh, vache. Vas-y. Quand je tiens les commandes, je te laisse le pilote. C'est pilote, c'est bon. Le pilote. Donc tu disais. Oui, c'est le faune. C'est un vent qui traverse les Alpes, qui vient d'étaler, et c'est un vent chaud. Feun veut dire sèche-cheveux en allemand. Ah, il m'agace ce faune. Il provoque des secousses, mais aussi des vents rabattants lorsqu'il passe sur le flanc nord d'une montagne. Ce qui devient gênant, voire dangereux pour nos deux petits avions. Ouais, eh ben, je commence à avoir de la peine à monter, nom de Dieu, le briquet, il veut plus. J'arrive à peine à monter, là, ça descend. Ouais, alors justement, tu vas descendre à peu près jusqu'à 600 pieds. Tu laisses aller, mais tu passes pas près de la montagne, là. Tu contournes, tu viens bien à l'extérieur. Ça y est, on recommence à remonter, là, ça va. Ouais. Et c'est bizarre, j'étais à fond, et l'avion s'enfonçait. Il descend jusqu'à 600 pieds. Mais ça va, Hop là. Alors moi, j'aurais un peu expérimenté l'effet du faune. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on essaye de monter, et l'avion continue de descendre. Exact. On peut rien faire. Et la porte continue de s'ouvrir aussi. Alors, à force de monter, on commence à le sentir dans les oreilles. Et alors, tous ces petits chalets qu'on est en train de survoler, c'est la station de ski de Nanda, qui regroupe une quinzaine de communes, je crois. Et on va y retrouver Antoine Devenne, qu'on appelle aussi Tony, qui est un grand passionné de l'instrument le plus emblématique de la Suisse, l'instrument de musique, qui est le Cor des Alpes. Le cor des Alpes.
Antoine Deven, c'est lui, sillonne la Suisse et le monde avec son quatuor. En 2009, l'ensemble a même joué au pied de Notre-Dame de Paris, devant Barack Obama. Longtemps tombé en désuétude, le Corps des Alpes connaît un nouvel engouement. On essaye d'être très détendu. Antoine en veut pour preuve le succès des stages qu'il organise à Nanda. Le début de la leçon, c'est quoi? Je les vois tous en train de faire... Oui, alors c'est un exercice de respiration. Si on souffle dans le Corps des Alpes comme ça, ben ça va faire que du vent, il n'y aura pas de son. Alors l'astuce, c'est qu'on doit faire vibrer les lèvres pour faire un son. Alors il faut faire du bruit comme ça avec la bouche. Si ça ne vient pas tout de suite, vous imaginez, vous avez mangé une cerise, vous devez cracher le noyau, le plus loin possible. Comme ça. Donc si on serre les lèvres, ça va faire des sons plus aigus. Et si au contraire on ouvre, ça va faire beaucoup plus grave. Ça dépend si vous faites le bruit de l'abeille ou bien du bourdon. Alors on joue aussi du Corps des Alpes ailleurs, dans 6 autres pays. En France, en Allemagne, en Autriche, en Pologne, en Ukraine, en Roumanie. Et pourtant, il est toujours associé à la Suisse. Vous savez pourquoi? Eh bien, en Suisse, le Corps des Alpes, ça vient vraiment des cantons primitifs du centre de la Suisse, Uri, Schwyz, Unterwald, où on a créé la Confédération suisse en 1291. Mais pour nous, c'est notre instrument, le Corps des Alpes. Ce n'est pas l'instrument qui vient de Roumanie ou de Pologne ou d'Ukraine, c'est eux qui nous ont pris. Pour nous, c'est vraiment notre instrument national. Hein. Mais alors ce drôle d'instrument, c'est quoi son origine? Alors son origine, au départ, c'était pas forcément un instrument de musique, c'était un instrument de travail. Comme en Suisse, on n'a pas de pétrole, on essaie d'avoir des idées. Alors on était les premiers inventeurs du téléphone portable. Ça servait à communiquer d'une montagne à l'autre, principalement le travail des bergers pour réunir les troupeaux, mais aussi pour en cas d'alerte, de guerre, d'incendie, d'éboulement et des choses comme ça. Malheureusement, ça n'a pas été écrit, mais on imagine qu'ils avaient des codes suivant le message à faire passer. Ça, c'était au XIVe siècle? Oui, d'après les quelques histoires qu'on a. Cet endroit est idéal pour jouer du Corps des Alpes. À cet endroit même d'ailleurs se déroule chaque année, le 4e week-end du mois de juillet, une compétition unique au monde. 80 joueurs de Corps des Alpes se mesurent et le jury se trouve ici même, à ma place, mais dans une tente, et ils écoutent à l'aveugle. Alors le C des branlettes, c'est un de ces pointes qui est là-bas au fond. Alors le C des branlettes, un C, ça s'écrit S-E-X. S-E-X. Et ça veut dire un rocher, ça vient du latin, ça veut dire rocher. Et les branlettes, c'est de l'argot suisse, ça veut dire ciboulette, m'a-t-on dit. Voilà, donc en fait ça serait le rocher de la ciboulette. Il faut surtout le prononcer à la suisse et pas à la française. Hein. En Suisse, on ne prononce pas le X. Je m'imagine qu'on ne doit pas rire là autour. Bon, je ne sais pas si tu as remarqué comme le temps s'est dégradé. Ouais, on est à la pluie, hein. Donc le feu va tomber maintenant. Et puis d'un coup, il pleut. Donc il y aura moins de vent, on sera moins embêté par le vent, mais du coup ce sera la pluie qui va venir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer tranquillement. On va survoler une dernière fois ce magnifique lac Léman. Et bien voilà, c'est dans un air plus calme donc, mais poursuivi par la pluie que se termine cette visite en Suisse. Merci beaucoup, Pierre. T'en prie.
C'était très agréable. Alors voler sur cette machine, vraiment, c'est toujours un plaisir. I can fly, I can fly. I swear I can touch the sky. I can fly, I can fly, I can fly. I swear I can touch the sky. I can fly. Say goodbye. It's a breakout, and I swear I will be back, 'cause I can fly. Oh que c'est beau, on a à peine décollé que c'est déjà beau. Je ne pensais jamais que j'aurais la chance de piloter une machine pareille. C'est magnifique. Faudrait que qu'il s'envole encore. C'est le même avion que Dédé. Ah ben là tu m'apprends quelque chose. Là à ce moment-là on pense à la ceinture, on espère qu'elle est bien attachée. Je suis reporter, mais comme eux, je suis aussi pilote. Au nom de notre passion commune, je leur ai demandé de m'emmener survoler leur région, leur pays, de partager les commandes et de me servir de guide. I can fly, I can fly. I swear I can touch the sky. I can fly. Say goodbye. It's a breakout, and I swear I will be back, 'cause I can fly. Je vais survoler aujourd'hui les abords du lac de Neuchâtel et faire la connaissance, à Payerne, d'une étonnante pilote de Mirage. À la Chaux-de-Fonds, je découvrirai ensuite le berceau de l'horlogerie suisse, avant de descendre à Braux, percer le secret du fameux chocolat au lait des alpages. Aujourd'hui, je vole en Suisse avec André Gachet. C'est le chef pilote de l'aérodrome de Gruyère. Il vole plus de 800 heures par an. C'est énorme quand on n'est pas pilote de ligne. Alors vous allez voir, avec Dédé, comme tout le monde appelle ici, on se dit tu. D'abord parce qu'entre pilotes, c'est souvent le cas. Et aussi parce que Dédé, le vouvoiement, c'est pas le genre de la maison. Jean-André. Salut Vincent. Ça va? Ça va bien toi? Un petit coup de main, on y va. Oh là là, elle est lourde. Voilà, c'est bien. Ah, j'adore le bruit des portes de hangar. C'est fabuleux, hein? Le cube est là derrière. Il va tout droit. Et là, on est obligé de tourner. Qu'il est beau cet avion. C'est un de mes préférés, moi. Ah, mais c'est toujours le must, cet avion. Il est en plus complètement adapté à notre aérodrome. La piste en herbe, l'environnement des préalpes, c'est complètement l'avion qu'il faut ici. Pousse déjà la mixture, Vincent. Et on est parti. Voilà, tu peux le pousser et tu le mets en l'air tout gentiment. Allez. Oh que c'est beau, on a à peine décollé que c'est déjà beau. C'est ce que je t'ai dit, tu vois, on décolle et ici tu montes, on est tout de suite dans le relief et c'est magnifique. Ça c'est notre axe de piste parfait, comme ça, tout droit. D'accord, ok. Tout droit maintenant. Voilà, et on survole actuellement le très joli village de Gruyère, avec un S, contrairement à la région de Gruyère qui s'écrit sans S. Et au bout de la rue principale, il y a le château de Gruyère, construit au XIIIe siècle, hein, c'est le XIIIe siècle. Château fort en forme de carré, le carré savoyard, c'est typique de la région. Et c'est l'un des plus visités de Suisse, 200 000 visiteurs par an. Allez, je reprends les commandes. Bon, en fait, je les ai jamais tenus, hein. Et nous voici au-dessus du lac de Neuchâtel, le plus grand des lacs suisses, 217 km². Alors vous dites, mais non, il y a le lac Léman. Oui, mais le lac Léman, il est à cheval sur la France et la Suisse. Voilà, toi tu vas tout droit, là,
L'aéroport militaire de Payerne est là-bas au fond. On va pas avoir d'ennui si on les survole? Non, 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 pas du tout. Quand on commence à voir la piste droit devant nous là-bas. Alors l'armée suisse a une particularité, c'est que c'est une armée de milices, c'est-à-dire qu'il y a une minorité de professionnels qui encadrent une majorité de civils qui font leur service militaire et s'entraînent très régulièrement. Alors, on aperçoit là-bas le musée de l'aviation militaire, clin d'elle, une bande de passionnés, regardent des avions qui ont servi dans l'armée suisse, et ils en ont deux même qui sont en état de vol. Pour maintenir en état de vol des jets militaires, il faut les faire voler, et ça coûte une fortune. Alors une association, fondée par d'anciens membres d'une escadrille de l'armée suisse, a eu l'idée de proposer à de riches amateurs de payer pour voler sur ce Hunter ou sur un Mirage 3. Je suis donc à la base aérienne de Payerne où je vais retrouver Marie-Françoise Lecornec, pilote de Mirage 3. Petit détail, elle est civile et elle a 75 ans. Marie-Françoise est pilote de planeur, d'avion et même d'hélicoptère. Cet endroit qu'elle a découvert il y a 3 ans est fait pour elle. On peut descendre? Ouais. Oh, là, merci. Bon, je vais prendre mon équipement. Un jour, ma grand-mère et mon grand-père m'ont offert ce planeur que je serre dans mes bras avec tendresse. Ça a commencé de bonne heure. Ça vous vient de loin, hein? C'est très ancien. Le grand-père. Et puis votre oncle qui était pilote de la Première Guerre mondiale. De chasse, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, qui était compagnon de la Libération, qui a été extraordinaire. Et qui vous a fait et qui m'a fait voler pour la première fois et qui m'a certainement communiqué son virus, qui depuis est bien ancré et ne sortira pas. L'instructeur de Marie-Françoise, Thierry Gutschmann, commande l'école de pilote de l'armée suisse. Et en accumulant avec elle les heures de vol sur Mirage 3, il conserve son habilitation à piloter cet avion. Ça fait très astronaute dans la NASA. Dès le briefing, on sent chez son élève une certaine habitude. Alors Marie-Françoise, pour le vol d'aujourd'hui, on montera en direction du lac de Constance au niveau de vol 350 ou, si possible, plus haut, à une vitesse de Mach 0,95. Et puis, quand nous arriverons tout près de la frontière, nous ferons un demi-tour pour pouvoir aller dans la 3e dimension. Parfait. La 3e dimension? Pour se déplacer dans la verticale. D'accord. C'est ça qui est intéressant de leur montrer, c'est de pouvoir, pendant un certain nombre de secondes, se déplacer à la verticale, autant à la montée qu'à la descente. Et ça, vous aimez ça? Moi, j'adore. Pour ce qui est dans le travail ici, c'est toi qui voleras. D'accord. Hein? Excusez-moi, vous lui passez les commandes? Oui, bien sûr. Madame a une licence de vol à voile, donc Madame est aux commandes. La majeure partie du vol. Enfin, on est loin du planeur. On est loin du planeur, mais ça reste un pilotage conventionnel avec un manche à balai qu'on a entre les jambes. Et Madame a maintenant une certaine expérience, donc elle sait très bien quels sont les paramètres de vol à respecter. Et c'est elle qui, en grande partie, vole cet avion. Bravo. Ce Mirage 3 est l'un des derniers à avoir été construit en 1982. Il a pris sa retraite en 2003 et porte maintenant une immatriculation civile. Une journée de stage et un vol d'1 quart d'heure coûtent 15 000 €. Mais le Mirage 3 brûle 3000 litres de carburant à l'heure et nécessite 80 heures de maintenance à chaque vol. Alors le voilà, le Mirage 3. Voilà le Mirage 3. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet avion, Marie-Françoise? Déjà, il est très beau. Il est puissant. Il est gracieux. Il obéit merveilleusement bien. C'est un être vivant. On le sent vibrer, on sent qu'il y a quelque chose. Moi, je trouve qu'avec son nez, sa petite bouche, il a l'air de dire qu'est-ce qu'on fait par terre pour ce qu'on n'est pas déjà parti. On sent que c'est un avion qui aime voler, qui a envie de voler. Et je ne pensais jamais que moi, petite pilote de planeur d'un petit aéroclub, j'aurais la chance de piloter une machine pareille. C'est quelque chose de fantastique. Ça fait combien de vols, là? J'en fais 11 cette année. 11? Oui. Et l'année dernière? Oh, ça a dû être 11 ou 12 aussi, pas mal. Ah oui, vous êtes accro, totalement. Ça relève de la drogue, là. Hein? Absolument, tout à fait. Ça a dépassé le stade de passion. Vous allez vous ruiner.
Thierry m'a prévenu, le jour où tu vends ton appartement, je te fais arrêter. Marie-Françoise est seule dans la vie. Elle profite de son argent et du temps qui lui reste. Les mécaniciens retraités de l'armée de l'air n'auront jamais les moyens de voler comme elle, mais plus qu'ils ne l'envient, ils l'admirent. Ça vous fait quoi, vous, de voir une dame de 75 ans voler sur un Mirage 3? Pour nous, c'est Marie Mirage, c'est plus rien. Marie Mirage, vous l'appelez? Oui, j'aime mieux voir une dame comme ça. Pardon, l'expression s'envoyer en l'air dans un mirage. C'est super comme elle fait. Et c'est notre maman, si on veut bien. Bon vol, Marie Mirage. Bon vol. Ah, c'est superbe. Marie-François, si tu en as envie, je te passe les commandes. Ok, je les ai. Ok. Tu vois les montagnes qu'on a devant nous, elles s'appellent les Dents du Midi. On continue tout droit? Alors, tu peux tourner dans la vallée qu'on a légèrement à gauche, là. Voilà. Très bien. Est-ce que tout va bien derrière? Oui, j'admire, c'est magnifique. Oh, c'est beau, ouais. Alors, est-ce que tu es prête pour faire une première montée? Oui. Tu vois, on est à 950 000 à l'heure et maintenant je monte. Et maintenant, il faut que tu regardes dehors, à gauche et à droite, comme les montagnes vont disparaître. Et maintenant, je tourne gentiment sur le dos. Et on est à 10 000 mètres. Et pousse tout ça. Ça va, ça t'a pas trop secoué comme ça? Oh, c'est magnifique. Comme un cheval. Ah, toujours. Toujours. Il a toujours sa petite caresse. Marie-Françoise, je sens qu'elle n'est pas encore tout à fait redescendue. Hein. Ah non, il me faut un peu de temps. Alors, tu montes, Vincent. Ouais, je monte. Et puis en bas, tu prends 20 grilles plus à gauche, là. D'accord. Voilà la petite ville de Romont qui est juste devant nous. C'était une ville avec une partie sur la colline qui est un traburos. C'est très joli. D'accord. Il y a des champs partout, c'est superbe. C'est le plateau roman ici. Hein. Ah, c'est le plateau. Le plateau roman qui était le grenier, le poumon agricole de la Suisse romande, qui est un peu plus résidentiel maintenant, mais on y cultive quand même beaucoup de choses. On voit du colza là, jaune, qui se détache. Il y a du tabac, il y a des vignes, il y a des céréales aussi, je crois. Tout à fait. Il n'y a pas que des banques en Suisse. Alors moi, j'ai fait tous mes débuts de l'aviation ici. Ah ouais? J'ai exactement 16 000 atterrissages sur cette piste-là. Non. Nous approchons de La Chaux-de-Fonds, le berceau de l'horlogerie suisse. On la reconnaît facilement à ses immeubles bien alignés. Ravagée par un incendie en 1794, la ville a été reconstruite ainsi pour répondre aux besoins de l'industrie horlogère. Des bâtiments bas qui laissent passer la lumière indispensable au minutieux travail. Cette architecture horlogère vaut à La Chaux-de-Fonds d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dis-moi, tu voulais me faire rencontrer à La Chaux-de-Fonds, raconte-moi. À La Chaux-de-Fonds, on va rencontrer Patrick Kern, qui est un passionné d'aviation et de montres. Il a même réussi à racheter une ancienne marque d'avion pour en faire une marque de montre. Et c'est un vrai passionné, il fait de la voltige aérienne. Bon, bah on va aller rencontrer ce Patrick Kern. C'est le Golf Fox Line-Up Runway 06 à Bruxelles.
Bonjour. Bonjour. Salut Patrick. Dédé, Ça va bien? bienvenue dans la Sibérie de la Suisse. Qui fait pas chaud, hein. Patrick m'emmène découvrir cette ville où il est né, comme avant lui l'architecte Le Corbusier, l'écrivain Blaise Cendrars ou le constructeur automobile Louis Chevrolet. Il a grandi dans un de ces immeubles construits par et pour les horlogers. Tu vois, ici, on a un bâtiment typique des grandes baies vitrées pour bien voir son travail, bien voir le montage des pièces. Et puis un bâtiment attenant à l'atelier où soit on logeait les ouvriers, soit les propriétaires d'entreprises habitaient. Dis-moi, comment La Chaux-de-Fonds est devenue une cité horlogère en fait? À l'origine, c'était un grand village essentiellement composé de paysans et durant les longs mois d'hiver, il fallait qu'ils trouvent une occupation et de quoi subvenir à leurs besoins. Ouais. Et grâce à l'horlogerie, ils ont trouvé le moyen de survivre. Ouais. Ensuite, avec l'industrialisation, l'électrification aussi des moyens de production, la ville s'est mise à grandir et exploser pour devenir essentiellement productrice d'horlogerie. Aujourd'hui, les grandes manufactures se sont éloignées du centre-ville. Les prestigieuses marques ont besoin d'espace et semblent échapper à la crise. Les curieux y sont rarement les bienvenus. Patrick vient de lancer sa marque et ne joue pas encore dans la cour des grands, mais il connaît suffisamment ce petit monde pour m'obtenir une visite exceptionnelle dans une maison d'excellence. Ici, je vais t'amener dans la crème de la crème au niveau de l'horlogerie. C'est démentiel, tu verras. On fait ici des montres mécaniques d'une complication extrême, avec en leur cœur un tourbillon, un balancier enfermé dans une cage tournante, garant d'une précision diabolique, inventée en 1801 par un Suisse évidemment. Elles valent entre 300 000 et 800 000 euros pièce. Leur assemblage relève de la chirurgie, d'ailleurs pour les voir naître, il faut s'habiller comme au bloc opératoire. On va rentrer dans l'atelier où on assemble les montres et il ne faut pas un seul grain de poussière, sinon ça peut fausser les mécanismes. Dans un silence à peine troublé par le système de filtration de l'air, les horlogers assemblent des pièces presque invisibles sans loupe. Bonjour. Bizarre, naturellement, je parle tout bas, comme dans une église. Une pièce comme ça, là, ça mesure 0,42 mm. Voilà, de large. De large. Ça fait mal aux yeux, ouais. Toi qui es né ici, ça t'impressionne plus, ça? Si, toujours. C'est vraiment un métier particulier où il faut des prédispositions quand même assez incroyables, que ce soit en mécanique, en précision. Le monsieur ne tremble pas du tout. Pourquoi je comprends mieux l'utilité des grandes baies vitrées pour avoir de la lumière quand je les vois travailler. Des horlogers de complication, c'est comme ça qu'on les appelle. Dans cette manufacture d'exception, ils ne sont que 10. Chacun a son prénom écrit sur les cloches qui protègent de la poussière les pièces à assembler. Chacun est responsable de sa montre, c'est ça? Oui, c'est ça. Ici, on fait l'assemblage de toute la montre, en fait, du début à la fin. On reçoit un kit sous forme comme ça, de boîte, avec à l'intérieur la référence des pièces, et puis on procède au pré-montage, et puis après à l'assemblage. Et vous mettez combien de temps pour monter une montre complète? En tout et pour tout, à partir du début jusqu'à la fin, ça prend 1 mois. Et après, il y a aussi 2 semaines de tests, de réglage, pour être sûr que ça soit un produit de qualité à livrer au client. Elle vit déjà. Elle vit déjà. Elle a le cœur qui bat. C'est magnifique, quoi. Ça fait plaisir de passer du temps sur des objets comme ça, de qualité, et puis après de le voir fonctionner comme ça, à la fin, c'est presque à chaque fois une sorte de récompense qu'on a. Je comprends. Le prix exorbitant de ces montres ne vient donc pas que du platine ou du diamant, mais du travail et du temps. Les jets privés des clients ou des horlogers peuvent atterrir à la Chaux-de-Fonds. L'aéroport a été construit dès le début du siècle pour désenclaver la ville et permettre un transport rapide et sûr des précieuses marchandises. Quand il était gamin, Patrick habitait au bout de la piste. Il regardait en rêvant des buckers comme celui-là faire de la voltige.
Aujourd'hui, il pilote celui de l'aéroclub local. Si un jour je me suis mis à fabriquer des montres, c'est à cause de cet avion. Parce que je faisais des baptêmes de l'air, il y avait beaucoup de vent, et j'ai sorti ma feuille de vol pour marquer l'heure d'atterrissage, et j'ai perdu ma feuille. Et en rentrant le soir chez moi, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, il n'y a aucune montre qui nous permette d'enregistrer certaines données de vol. Et moi, j'ai décidé de faire une montre vraiment utile. Pour les pilotes, par les pilotes, pour les pilotes. Exactement, et l'aventure a commencé comme ça. Vrai pilote, Patrick sait que l'horlogerie est souvent associée à l'aviation pour des raisons plus marketing que réelles. Allez, c'est parti. On raconte ainsi que la montre bracelet a été inventée en 1904 pour le pilote Santos Dumont, qui se plaignait d'avoir du mal à consulter sa montre Gousset en vol. Il est vrai que parfois, il vaut mieux ne rien avoir dans les poches. C'est une drôle de sensation. C'est la première fois que je reste aussi longtemps la tête en bas. Là, à ce moment-là, on pense à la ceinture, on espère qu'elle est bien attachée. Et elle était bien attachée. On surnomme cet avion allemand, le Bücher-Jungmann, le Stradivarius des airs. J'aurais volé comme ça des heures. Mais Dédé m'attend pour me faire découvrir ces montagnes. Il est très sympa ton copain Patrick. Et ben voilà, pendant que tu allais te balader en Bucher, moi j'ai préparé le cheval et on va pouvoir y aller. Allez en route. Voilà. Alors là, tu vas t'enfiler dans cette vallée ici. Alors là, on va grimper. Après, je te montrerai tout en haut là, regarde à gauche, la région des Gastes, là, si c'est merveilleux ça. C'est beau. Alors maintenant, regarde là, à côté, regarde les chalets d'alpage. Les fameux chalets d'alpage suisses. Voilà. On fait du bon lait pour le bon chocolat au lait. Hein. Est-ce que tu savais, Dédé, que vous, les Suisses, vous étiez les premiers consommateurs de chocolat au monde, devant les Allemands et les Anglais? Vous en mangez près de 12 kilos par habitant et par an. Ah ben là, tu m'apprends quelque chose. Donc on est à Braux, qui est juste à côté de Gruyère. Et ce qu'on a en dessous de nous, c'est la chocolaterie Caillet. C'est une des premières chocolateries de Suisse, du nom d'Alexandre Caillet. Et Georges Caillet, son fils, était un pionnier de l'aviation. Absolument. Dans les années 10, il avait posé son avion juste en face de l'autre côté de la rivière. En parallèle, il faisait des essais avec des planeurs ultra légers. C'était des espèces de petites ailes fixées sur ses bras. Ceci complètement en parallèle de la fabrication du chocolat. Ouverte au public, cette chocolaterie est l'un des lieux les plus visités de Suisse. 350 000 personnes par an. Les Européens ont découvert le chocolat au XVIe siècle grâce au conquistador Christophe Colomb et surtout Hernando Cortés, qui après en avoir dégusté une tasse avec un empereur aztèque, l'a rapporté de l'actuel Mexique à la cour d'Espagne en 1528. Au fil des siècles, la mode du chocolat s'est répandue d'Espagne à l'ensemble du vieux continent. Mais pourquoi est-il devenu une spécialité des Suisses? Je vais le demander à Silvano, qui est chocolatier ici dans cette usine, qui, vous le voyez, attire décidément beaucoup de visiteurs. Bonjour Silvano. Salut Vincent. Je voulais savoir, pourquoi les Suisses sont-ils devenus les spécialistes du chocolat? Je pense qu'il y a deux éléments qui sont vraiment clés dans cette histoire de la chocolat suisse. Un, c'est le développement de la canche par Rudolf Flink. La canche? La canche. La canche, c'est une machine qui a rendu le chocolat fondant. Ensuite, quelques années plus tard, il y a Daniel Peter qui a su mélanger le lait et le cacao ensemble. Je comprends que les Suisses soient fiers d'avoir inventé le chocolat au lait, mais je ne vois pas en quoi mélanger du lait et du cacao est un exploit. Silvano va m'expliquer dans son atelier. Alors, il a préparé du chocolat noir, auquel je propose de mélanger du lait pour faire du chocolat au lait.
qui va changer de couleur et se transformer en chocolat au lait. Silvano me laisse faire poliment, mais il connaît déjà le résultat. Donc là, on voit ce qui se passe quand on mélange le liquide avec le chocolat. Le chocolat, il tourne et devient une masse qui est très difficile à travailler, voire impossible. Et vous avez besoin de chocolat liquide pour pouvoir le... Pour pouvoir le travailler. S'il n'est pas liquide, après, impossible de le mettre dans un moule et de faire un joli produit avec. L'astuce trouvée par Daniel Peter en 1875 fut d'utiliser du lait déshydraté. Débarrassé de son eau, il devenait parfaitement miscible. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis dit, au lieu de décorer une plaque de chocolat, peut-être ce serait mieux de te faire un petit avion. Génial. Voilà, alors par avion. C'est le même avion que Dédé. Dédé, je te remercie vraiment pour ce tour. Alors écoute Vincent, étant ressortissant de la petite ville de Gruyère, je suis un amoureux de ma région. J'adore surtout et j'ai le plaisir de pouvoir montrer ma région vue d'en haut. Alors Vincent, c'était un réel plaisir. Merci encore André. Dédé. I can fly, I can fly, I swear I can touch the sky. I can fly, I can fly, I can fly, I swear I can touch the sky. I can fly, say goodbye, it's a breakout, and I swear I will be back, 'cause I can fly. Hello, ciao. C'est l'Arche de Noé chez vous en fait. Tu peux prendre les commandes un petit peu si tu veux. Oui, oui. Ciao Roberto. Buongiorno. Je suis reporter, mais comme eux, je suis aussi pilote. Au nom de notre passion commune, je leur ai demandé de m'emmener survoler leur région, leur pays, de partager les commandes et de me servir de guide. I can fly, I can fly, I swear I can touch the sky. I can fly, say goodbye, it's a breakout, and I swear I will be back, 'cause I can fly. Aujourd'hui, je mets le cap sur les grands lacs du nord de l'Italie. Je vais découvrir la petite île privée des Cyprès avant de visiter sur le lac majeur l'incroyable Isola Bella. Puis je descendrai plus au sud à Vercelli, dans les rizières de la plaine du Pô. Une magnifique balade qui commence à Côme, au bord du lac du même nom. Côme possède le plus petit aérodrome que j'ai jamais vu. C'est ce hangar là, en plein centre-ville, à côté du stade. Et il n'a pas de piste, pour la simple et bonne raison que la piste, c'est ça. Celui avec qui je vais partager mon cockpit, cette fois, s'appelle Cesare Bage. Il est né à Milan, mais il a toujours vécu ici, au bord du lac de Côme. Il est journaliste et éditeur, mais pour le plaisir, il pilote des hydravions depuis plus de 40 ans. C'est un vrai passionné, il a déjà écrit 5 livres sur le sujet. Les hydravions et Cesare, c'est une histoire d'amour. Buongiorno Cesare. Oh, bonjour. Ça va bien? Ciao. Bien, merci. Dites-moi, vous avez commencé à piloter tout de suite des hydravions? Oh oui, bien sûr. Ouais. J'ai commencé ici à l'Aéroclub Como, que c'est le seul endroit du monde où on peut commencer directement sur l'hydravion. Et en 1970, j'ai commencé justement sur un Piper PA-18. Et en fait, j'ai fait mon premier atterrissage 10 ans après que j'avais ma licence. C'est pas vrai. Oui, c'est comme ça. Pour moi, c'était assez drôle d'atterrir sur le solide. Ce n'était pas normal, disons. Et celui-ci qui est là-bas, là, qu'est-ce que c'est? Celui-là, c'est un Caproni.
C'est, disons, en fait le plus vieux hydroavion du monde en état de vol. C'est un avion de 1935 qui a été très bien restauré par Monsieur Gerolamo Gavazzi. Un ami? Oui, Gerolamo. Buongiorno. Buongiorno. Voilà. Je suis Vincent. Gerolamo Gavazzi. Enchanté. Et vous vous apprêtez à voler là? Vous allez où? J'ai une propriété ici, c'est une petite île. Et je suis en train d'aller là-bas. Ah, vous pouvez venir. Ah bah oui, volontiers, on fera un petit tour pour l'accompagner. Me suivre. Ouais. Allez. À plus tard. Allez. Sur l'île. E infatti io sono prossimo al decollo. Ça y est, on a décollé du lac de Caume. On va rejoindre le magnifique avion de notre ami. Et on survole actuellement. On passe juste au-dessus du Caume. Et maintenant, on dirige vers les petits lacs entre Como et Lecco. Et on y va à Merio sur le lac de Pusiano. Hello, ciao. On vole avec ce superbe Capriccio Nissan. On survole le lac de Pusiano et on fait le tour d'une petite île splendide qui appartient aussi au propriétaire de cet avion. Elle s'appelle Isola dei Cipresi, l'île des cyprès, et on va y faire un tour. Il paraît qu'il y a beaucoup d'animaux sur cette île. L'île des Cyprès a appartenu au vice-roi d'Italie. La riche famille Gavazzi l'a acquise en 1877 et Gerolamo a de merveilleux souvenirs d'enfance ici. Il a racheté leur part aux autres héritiers et peuplé son jardin secret d'animaux de toutes sortes, venus pour certains du zoo de Milan, aujourd'hui fermé. Là, c'est des grues qu'on voit avec les... Oui, celui-là sont des grues couronnées, nous l'appelons couronnées parce qu'il a comme s'il a quelque chose sur la tête, non? Sont des grues africaines. Et les autres sont des cigognes. Et puis il y a une autre grue qui... Oui, il y a une grue la plus petite, c'est la grue Damigella. D'accord. Et puis des ponts, oui. Ah oui, je vois, ouais. Ça, c'est un wallaby. C'est pas commun en Italie. C'est le seul qui vit bien en Europe. C'est l'Arche de Noé chez vous, en fait. Oui, presque. Donc cette île, avant d'appartenir à votre famille, a eu un propriétaire illustre qui était le prince, le vice-roi d'Italie. Le vice-roi d'Italie qui, à ce moment-là, c'était le prince Eugène de Beauharnais. Eugène de Beauharnais, c'est le fils de Joséphine de Beauharnais, la femme de Napoléon. Exactement. Mais lui n'est pas le fils de Napoléon. Non, il n'était pas le fils de Napoléon. Toutefois, Napoléon a adopté Eugène de Beauharnais. Et il venait souvent ici? Il aimait beaucoup venir ici. Quand il est venu en Italie, il avait 24 ans. Il n'était pas marié et il était en tombeur de femme. Et il aimait beaucoup venir ici avec ses conquêtes. Les conquêtes, exact. Et où est-ce qu'il emmenait ses conquêtes alors? Bien ça, voilà la petite maison. Ça, c'était sa garçonnière. Ah, on peut aller la voir? Oui, certainement. Allons-y. Voilà donc la garçonnière du prince. C'est lui le prince oui, de Beauharnais. ça c'est le prince Beauharnais. C'est lui aussi là? Oui, c'est lui aussi. Et là, on voit sa maman, Joséphine de Beauharnais, et son père adoptif, son père, oui. Napoléon Ier. J'aime beaucoup rester ici. Parce que je peux écouter le bruit de la forêt pendant la nuit, le bruit du lac. Et puis c'est la garçonnière du prince quand même.
Merci beaucoup Girolamo de m'avoir fait découvrir cette île des cyprès. Merci à vous, j'espère que vous retournez ici quelquefois. Ah oui, oui, mes enfants seraient ravis. Au revoir. Au revoir. Ciao. Un château ici. Oh, magnifique. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit château sur Varennes. Ah, c'est Varennes ici, Varennes. Des célébrités de la littérature, de la musique, du cinéma ou des affaires ont élu domicile sur ces rives. Au XIXe siècle déjà, le lac de Côme était un endroit de villégiature très couru des grandes familles d'Europe. Et là, on arrive maintenant à Dongo, qui est une ville chargée d'histoire, hein, Cesare? Oui, bien sûr, c'est la ville où Mussolini a été arrêté quand il tentait de s'enfuir vers la Suisse avec les moyens de l'armée allemande. Et les partisans ont découvert qu'il était à bord d'un camion et ils ont pris Mussolini qui après a été tué quelques kilomètres vers le sud à Giulino di Mezzegola. Et nous traversons maintenant le lac de Lugano, qui porte le nom de la ville suisse qu'il borde sur sa face nord. Le lac est en effet à cheval sur les deux pays, hein, Cesare? Oui. Cesare, tu peux te détendre un petit peu? Oui, oui. Moi, je peux prendre les commandes un petit peu si tu veux. Oui, oui. On est pas mal à l'arrière pour piloter finalement. Ah oui, hein? Ah, mine de rien, nous venons de passer en Suisse, donc on survole Lugano, qui avec 50 000 habitants est la ville non italienne où l'on parle le plus italien, parce que ça fait partie du Tessin, qui est la Suisse italienne. Alors là, on approche de Stresa, c'est ça? C'est Stresa qu'on voit là-bas. Les îles Borromée sont ici. Et les îles Borromée qui font face à Stresa. Voilà, on est sur le lac majeur maintenant et les îles Borromée appartiennent à la famille Borromeo depuis le XVIIe siècle. La famille Borromeo, c'est une des riches familles de la Lombardie. Hein. Ils sont les patrons du lac majeur. Les patrons du lac majeur. Isola Madre, avec un beau palais et un jardin à l'anglaise. Alors, on a passé Isola Madre. Là, on survole maintenant Isola dei Pescatori, hein, c'est ça, Cesare? L'île des pêcheurs, qui est beaucoup plus authentique, beaucoup plus simple que Isola Madre, qui a un beau palais. Et puis alors, le joyau, la plus belle, c'est Isola Bella, qui a été acheté par Carlo III Borromeo au XVIIe siècle, et qui l'a appelée ainsi, non pas parce qu'elle était belle, mais en hommage à sa femme qui s'appelait Isabelle. À l'époque, c'était juste un tas de cailloux, et c'est son fils qui a eu l'idée d'en faire ce que c'est devenu, cet incroyable jardin et ce palais baroque. Et si vous regardez bien, il a une forme de bateau, avec les jardins à l'arrière et le palais à l'avant. Mais nous, on va avoir droit à une visite privée par Vitaliano XI, le 11e du nom, Borromée, le comte de Borromée. Bonjour. Enchanté. Enchanté également. C'est un endroit magnifique. Par exemple, ici, nous sommes dans ce qu'on appelle la salle picturale, où se trouvent tous les principaux portraits de la famille. Et c'est ainsi depuis 300 à 400 ans. En général, si vous voyez des portraits de saints ou de personnages pas vraiment beaux à voir, ce sont les Borromée. Une de nos pièces les plus précieuses, c'est celle-ci. C'est un Antonello da Messina.
Et comment est-ce que votre famille est devenue aussi puissante? Au départ, ils étaient banquiers à Milan et ils prêtaient de l'argent en particulier à la famille Visconti. Et ils sont passés de banquiers à aristocrates. Ça, c'était le trône de Charles Borromée, qui était vice-roi de Naples. Le seul souci, c'est qu'il a fini par être chassé de Naples, parce qu'il dilapidait l'argent. Et cette pièce, qu'est-ce que c'est? On l'appelle la chambre de la reine. Par exemple, quand Napoléon venait ici, il dormait par là-bas, et Joséphine dormait ici. Napoléon est venu ici comme visiteur pendant la première campagne d'Italie, mais il était ici en tant que conquérant, et pas vraiment comme un invité. Et nous avons encore des lettres du vieux domestique du comte de Borromée de l'époque qui lui écrivait. Ils sont là, ils ne sentent pas très bons, ils ne sont pas très agréables. Et ils croient qu'il y a des choses étranges sur cette île. Et la réponse du comte de Borromée, ne leur dites pas que ce n'est pas vrai, au moins ils partiront le plus vite possible. Dans le lac Majeur, les Borromée ont puisé les matériaux pour décorer avec audace l'étage inférieur, où ils venaient chercher la fraîcheur en été. Alors là, c'est complètement différent. Qu'est-ce que c'est? L'idée, c'était d'époustoufler les invités. Et à cette époque, il y avait aussi des jeux d'eau ici. Et donc, de la même façon que vous êtes impressionnés aujourd'hui, les personnes qui étaient invitées ici à l'époque devaient également être impressionnées. C'était un peu de la frime. Et là, c'est une des représentations de l'emblème familial, les 3 cercles. Ces 3 cercles que l'on voit au sol, on appelle ça en français le nœud borroméen. Ça symbolise l'alliance des 3 grandes familles de Lombardie, qui étaient la vôtre, les Visconti, et Sforza. Merci beaucoup pour la visite. Merci à vous. Et j'espère que vous allez apprécier les jardins. L'homme qui s'en occupe s'appelle Gianfranco. Ok, d'accord, je vais aller le rencontrer. Au revoir. Buongiorno. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien arrivé? Oui, merci. Le comte Borromée m'a dit que c'était un jardin très particulier. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Ce jardin est peut-être unique, puisqu'il est au milieu d'un lac. On est en face d'une œuvre d'art, née d'une roche nue, qui demeure aujourd'hui encore, depuis plus de 400 ans, un chef-d'œuvre. C'est ce qu'on appelle un jardin à l'italienne. Son architecture montre la maîtrise de la nature par l'homme, jusque dans ses moindres détails. Du parfait alignement des parterres, jusqu'aux statues d'inspiration antique. Cette île jouit d'une douceur, d'un microclimat particulier qui fait que même les plantes exotiques se plaisent particulièrement ici. Par exemple, ce camphrier qui a 200 ans, c'est ça? Oui, cet arbre est magnifique et c'est peut-être le symbole de l'exotisme de ce jardin. Et là, tu peux sentir l'odeur du camphre. Extraordinaire. On compte ici plus de 100 variétés de plantes et de fleurs, pour beaucoup importées d'Orient au XVIIIe siècle. Les roses côtoient le jasmin, le laurier rose, le myrte et des fleurs rarissimes venues d'Amérique, sur des terrasses qui évoquent les mythiques jardins de Babylone. Que dire du lac Majeur, a écrit Stendhal, des îles Borromée, du lac de Caume, sinon plaindre ceux qui n'en sont pas fous. Ici, il y a les caves de la pierre de la cathédrale de Milano.
Ah, la cathédrale de Milan a été faite avec ces pierres-là. C'est quoi? C'est du marbre? Et ils ont amené le marbre par la rivière Tessin, Ticino, et par le canal qui arrive jusqu'à la ville de Milano. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on survole là, Cesare? On survole l'isola di San Giulio sur le lac d'Orta. C'est une très belle île avec de belles palais, belles maisons, une belle église. Oh là là, c'est beau, oui. Oui, c'est très belle. Si cette ville, c'est la capitale européenne du robinet. Ah bon? Ils fabriquent tous les robinets d'Europe. C'est pas vrai. Ouais. Et j'ai repris les commandes. On a quitté le lac majeur pour descendre plus au sud. On arrive dans la plaine du Pô, qui est une région qui s'étend au sud des Grands Lacs, d'est en ouest, jusqu'à la mer Adriatique, où se jette le fleuve Pô. Et c'est une région assez riche, je crois bien que la plus riche d'Italie, non, Cesare? Oui, oui. Bon, la Lombardie, le Piémont sont les plus riches, oui. Alors c'est riche grâce à l'industrie. Les grandes villes de Milan et Turin sont des villes très riches. Et aussi grâce à son agriculture, et notamment la culture du riz, dont on fait les excellents risotto. Oui, exactement. Alors on cultive du riz en Italie depuis environ le XVe siècle. Il paraît qu'un certain Léonard de Vinci a imaginé un système d'irrigation. Et puis plus tard, au XIXe siècle, c'est là qu'on a vraiment développé un système beaucoup plus élaboré, à grande échelle, pour promouvoir la culture du riz dans la région. Et c'est Monsieur Cavour, qui est très connu en Italie. Bien sûr, c'est la personne qui, avec Garibaldi, a fait l'Italie. Ah oui. Ouais. Et quand il était au pouvoir, il a décidé de grands travaux et de la construction d'un canal qui s'appelle le canal Cavour pour utiliser l'eau du fleuve Pô pour les rizières qu'on trouve maintenant partout dans cette région. C'est dans cette province de Vercelli qu'on cultive la plus grande quantité de riz dans toute l'Europe. On peut évidemment y croiser des milliers de riziculteurs, dont Roberto Gasparotto, dont la famille cultive le riz sur cette exploitation moyenne de 130 hectares depuis la fin des années 60. Ciao Roberto. Bonjour, Buongiorno. bonjour. Buongiorno. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de faire le tour de l'eau, le contrôle de l'eau dans la rizière. C'est un travail qui se fait pratiquement tous les jours du mois d'avril jusqu'en septembre, qui est le moment de la récolte. Oui, je vois que les pousses sont toutes petites, là. Ça a été semé il n'y a pas longtemps? Sì, no, è piccolo perché praticamente soltanto... Oui, il est petit parce qu'il a été semé il y a environ un mois. On n'en est effectivement qu'au début du cycle de la riziculture. Et moi, du ciel, j'ai vu un système d'irrigation très bien étudié. Vous pouvez me montrer comment ça marche ici, concrètement? Oui. Chaque rizière a sa petite écluse qui permet de réguler le niveau de l'eau. Celle-ci, par exemple, est à sec. Parce que 15-20 jours après avoir semé, on enlève l'eau et on laisse quelques jours la terre au sec. Le temps que les petites racines du grain de riz germent et qu'elles prennent racine dans la terre. On peut l'ouvrir d'ailleurs, puisque quelques jours ont passé. L'eau va envahir cette parcelle et poursuivra son chemin vers la suivante. Contrairement à ce qu'on pense, l'eau des rizières n'est pas stagnante. Il en faut plusieurs milliers de litres pour produire un seul kilo de riz. Roberto fait évaluer la qualité de sa récolte en laboratoire à Vercelli, capitale du riz italien, avant de le vendre à des grossistes. C'est Cavour, la statue, là? Oui. Cavour. 2 fois par semaine, chaque mardi et vendredi matin, Roberto et les autres producteurs de la région se rendent ici, à la bourse du riz de Vercelli, pour vendre leur production et en négocier le prix. Comment ça se passe? Vous allez voir. Bonjour. Buongiorno. J'ai apporté un échantillon. Voyons si on peut voir quelque chose. Le prix dépend du rendement, c'est-à-dire du pourcentage de riz blanc contenu dans le riz brut, mais aussi de l'aspect du grain.
Le plateau est noir et blanc pour voir les défauts du riz. Là, on peut voir si le riz n'a pas encore tout à fait fini sa maturation. Et de l'autre côté, on peut voir si le riz est taché. Les taches ressortent. Mais il est gros. Le riz est uniforme. C'est un beau riz. Je vais les laisser négocier un petit peu tranquillement. C'est drôle, cette ambiance qu'il y a ici. Ils observent les grains de riz avec la même minutie que les diamantaires anversois. Je vais aller voir où ils en sont. Alors, ça va. On vient de fixer le prix pour le produit. Et maintenant, nous faisons le contrat. Et à combien vous avez acheté 100 kilos. Pour 100 kilos, 34 euros pour 100 kilos. Roberto, je vais retourner prendre mon avion. Merci beaucoup pour cette visite. J'ai appris plein de choses. Merci à vous. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Ciao. Le riz italien ne représente que 0,3 petits % de la production mondiale. Et pourtant, la majorité est destinée à l'exportation. En effet, on mange un excellent risotto ici, mais ça reste le pays de la pasta. Cesare, regarde ce que m'a donné Roberto pour toi. Roberto, c'est le producteur de riz. Ah oui, azienda agricola Fratelli Gasparotto. C'est les frères Gasparotto. C'est sûrement très bon, hein. Oh oui. Ah merci, très parfait. Derrière. Alors, on est de retour au lac de Caume, hein, qui est pas le plus grand des grands lacs, mais qui est le plus profond, m'a-t-on dit. Oui, exactement, c'est 410 mètres. 410 mètres, oui. D'accord. Et l'endroit le plus charmant du lac de Caume, c'est ici, c'est l'embranchement des 3 branches du lac. Oui, c'est où les 3 branches se rencontrent à Bellagio. Bellagio, oui, c'est cette petite colline qu'on voit, oui, sur laquelle on a une très grande villa qui est un hôtel, je crois. Oui, c'est le grand hôtel Villa Cervelloni. Cervelloni. Il prend le nom de la Villa Cervelloni qui est sur la colline. Aux États-Unis, il y a aussi un Bellagio. C'est l'hôtel qui est à Las Vegas avec tous les jets d'eau et qui est inspiré de ce Bellagio-là. Oui, il est un petit peu inspiré comme architecture, mais il est très différent naturellement. C'est une version plus américaine. Hein. Bellagio a 2000 ans d'histoire. Elle a été fondée par des Romains comme ville. Oui, on dit que Pline le Jeune a habité là. Oui, exactement. À Como et à Bellagio, oui. Dernier coup d'œil à ces superbes villas qui longent le lac. Et un grand merci vraiment à toi, Cesare. Merci, c'est un plaisir, merci à vous. Grazie mille, grazie mille. I can fly, I swear I can touch the sky. I can fly, I can fly, I swear I can touch the sky. I can fly, say goodbye, it's a breakout, and I swear I will be back, 'cause I can fly. Venise, bonjour. Et donc un jour, vous aurez votre crâne ici? Je ne sais pas. Vérone, ville de Roméo et Juliette. Si tu en manges un d'ici, tu n'auras plus envie d'en manger d'autres. Je suis reporter, mais comme eux, je suis aussi pilote. Au nom de notre passion commune, je leur ai demandé de m'emmener survoler leur région, leur pays, de partager les commandes et de me servir de guide. I can fly, I swear I can touch the sky. I can fly, say goodbye, it's a breakout, and I swear I will be back, 'cause I can fly.
Aujourd'hui, je vole au nord-est de l'Italie, en Vénétie. Je vais goûter les spécialités de l'île potager de Mazzorbo, avant de visiter à Venise les anciennes douanes maritimes, devenues musée d'art contemporain. À Padoue, je vais découvrir le premier institut d'anatomie du monde, avant de faire une dernière escale dans la ville des amoureux et de l'art lyrique, Vérone. Grazie. Je suis aujourd'hui à Padoue, à 40 km de Venise, et mon compagnon de cockpit s'appelle Antonio Ferrari. Il est membre de l'aéroclub de Padoue, dont nous allons emprunter ce superbe avion. Ciao Antonio. Salut Vincent. Comment vas-tu? Enchanté. Ferrari, vous êtes de la famille? Non, pas que je sache. Tout le monde doit vous poser la même question. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre métier? Je suis tour opérateur. C'est parfait. Antonio fera un guide excellent pour me faire découvrir la Vénétie. On y va? Allons-y. C'est parti. On est en l'air. C'est toujours un miracle. Ouais. Bon, j'ai les commandes. Tu t'occupes de la radio. Oui, très bien. On partage le travail. Les choses à faire. C'est agréable d'avoir un pilote. Ça faisait longtemps. J'appelle Venise. Venise, bonjour. Je passe Valle Sant'Era à 1000 pieds. Tu vois Burano? Burano. Avec toutes les maisons colorées. Burano qui est connu pour sa dentelle, pour sa tour qui penche aussi, on la voit là, qui penche comme la tour de Pise. Et juste à côté de cette île très colorée, il y a une île beaucoup moins connue et plus verte, qui s'appelle Mazzorbo. Et sur cette île, on voit ici des vignes. Ce sont les vignes de Gianluca Pisol. Dans sa famille, on est vigneron depuis 1542, c'est la 21e génération. Ce sont les plus grands producteurs de Prosecco, l'équivalent français du champagne. Et Gianluca a eu l'étrange idée de cultiver ce tout petit hectare de vignes que l'on voit là et de le planter avec un cépage très ancien et très rare de Venise, qu'on appelle la Dorona. Et il me semble que la toute première bouteille a été produite l'an dernier. C'est formidable. Je viens de le lire dans la presse. Gianluca? Bonjour. Bonjour. L'histoire de ce minuscule vignoble commence quand Gianluca découvre par hasard, sur l'île voisine de Torcello, un jardin privé planté de vignes. Je suis allé voir la propriétaire. J'ai frappé à sa porte et elle m'a accompagné à l'intérieur du jardin. Elle m'a dit, ça c'est du chardonnay, ça c'est du merlot. Là, c'est de la Dorona. Et quand elle m'a dit Dorona, je me suis arrêté et j'ai dit Dorona, qu'est-ce que c'est? C'était le cépage le plus renommé, c'était le raisin d'or de Venise, m'a dit cette dame. C'est un cépage historique, original et autochtone de Venise. J'en ai 3 pieds. Alors, avec mon frère, on s'est dit, il faut absolument le planter à nouveau. Nous allons faire un nectar d'un nectar. Beau jeu de mots. En faisant le tour des îles de la lagune, les deux frères ont réuni 90 pieds de Dorona qu'ils ont plantés ici. 8 ans plus tard, ils viennent de produire 5000 bouteilles d'un vin pour connaisseurs à la robe jaune-or, typique du vieux cépage vénitien. Et alors, juste à côté de vos vignes, vous avez fait un potager. Pourquoi est-ce qu'il y a un potager ici? Parce que dans la tradition de Venise, l'agriculture était composée non seulement de vignobles, mais aussi de potagers et de vergers. Et qui sont ces gens qui travaillent dans votre potager? Ici, nous avons voulu nous unir à la communauté locale et nous avons passé un accord avec l'association des anciens de Burano et de Mazzorbo et nous leur avons dit « On met gratuitement à votre disposition ces 3000 mètres de terre et vous cultivez vos potagers pour perpétuer la tradition de cette économie potagère. » Buongiorno. Bonjour. Ciao, sono Vincenzo.
Quelle est la différence entre faire un potager dans la lagune et un potager ailleurs? C'est complètement différent. Par exemple, pour les artichauts, comme ici, l'eau est mi-douce, mi-salée, ils ont un autre goût. Si tu en manges un d'ici, tu n'auras plus envie d'en manger d'autres. Ce sont des artichauts violets. Hein? Ce ne sont pas les mêmes que nos artichauts qu'on connaît en Bretagne. Et tous ces bons légumes, y compris ces artichauts violets, on les retrouve dans le restaurant que Gianluca a eu la bonne idée de monter juste au bout des vignes là-bas. Grazie, je vais aller faire un tour. Grazie. Merci beaucoup. La chef du restaurant est une étoile montante de la nouvelle gastronomie italienne. Ciao Paola. Ciao, bonjour. Bonjour. Paola Boudel a cuisiné dans le monde entier, mais ici elle n'utilise que les produits de la lagune. Quelle est la différence de goût entre un artichaut violet comme celui-ci et un artichaut habituel? La différence, c'est qu'ils sont déjà salés de l'intérieur. Donc ce n'est pas la peine d'en ajouter. Je peux goûter? Oui, je vous en prie. Ah oui, on sent bien le sel. Oui. On ajoute de l'huile d'olive et l'autre manière, c'est de les cuire comme ça. Ou de les frire. Vous voyez? Et si je vous demandais de décrire la cuisine de la lagune comparée aux autres, vous me diriez quoi? Je crois que nous avons une vraie chance ici, parce que nous avons toutes sortes de bons ingrédients, et c'est ça qui fait la différence. Ça nous donne une identité forte. Je suis contente de cuisiner de tels produits, de faire quelque chose de différent pour nos clients qui ne peuvent trouver de tels ingrédients qu'ici. Merci. Je vous en prie. Et voici ce vin si rare, la couleur est magnifique. Très bon. Alors, l'artichaut violet. Très doux, très... Oui, très tendre. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Ciao. Ciao. C'est Murano? Oui, exactement. Murano, dont la spécialité est le verre. C'est réputé dans le monde entier, le verre de Murano. Il faut savoir qu'avant le XIIIe siècle, on faisait du verre à Venise même. Mais les fours qu'on utilisait pour souffler ce verre étaient très dangereux. Ils ont été source de nombreux incendies, ce qui était terrible pour une ville aussi vulnérable au feu que Venise. Alors la République de Venise a décidé en 1291 que la production de verre ne se ferait que sur une petite île, et c'est Murano qui a été choisi. Et voilà Venise, la très belle Venise. Venise qui a l'air d'être posée sur l'eau, mais qui est construite en fait sur 118 petites îles. C'est surtout une ville d'une richesse architecturale incomparable, qui lui vaut évidemment d'être classée au patrimoine mondial par l'UNESCO. Fondée au VIe siècle, la ville est devenue au Moyen-Âge la sérénissime République de Venise, une cité-État des plus riches et puissantes grâce au commerce maritime, notamment du sel, très précieux à l'époque. Jusqu'à sa conquête par Napoléon en 1797, elle rayonna sur toute l'Europe, économiquement et artistiquement. Venise est divisée en 6 arrondissements qu'on appelle très logiquement des 6e, des sestieri. Et nous sommes dans le sestiere de Dorsoduro qui se termine entre deux canaux par cette pointe, la Punta della Dogana, la pointe de la douane, car du temps de la très puissante République de Venise, c'est ici qu'on trouvait les bureaux et les entrepôts de la douane maritime. Ce monument historique a été confié par la municipalité de Venise à la Fondation Pinault pour en faire un centre d'art contemporain. Et je me trouve par exemple à côté du Garçon à la grenouille de Charles Ray, installé ici à la pointe de la Pointe depuis 2009, année de l'ouverture du musée que je vais m'empresser d'aller visiter. C'est Martin Bettenot qui va me guider. La fondation dont il est directeur possède la plus grande collection d'art contemporain du monde et change d'exposition à la Punta della Dogana tous les 2 ans.
L'architecte japonais Tadao Ando a restauré ces 5000 mètres carrés d'entrepôt en préservant au mieux les matériaux d'origine, comme les briques couvertes du sel qu'on stockait ici. Mais il a dû tenir compte des contraintes de cet endroit. Vous savez, dans tous les musées du monde, l'ennemi numéro 1, c'est l'incendie. À Venise, bien sûr, c'est l'incendie, mais on a un deuxième ennemi qui est la montée des eaux. Donc il y a d'abord tout autour, chaque porte est munie d'un dispositif qui fait qu'en quelques minutes, on peut sécuriser l'ensemble. Et puis il y a sous le bâtiment encore une vasque qui permet, si l'eau arrive cependant à rentrer, de l'évacuer. Le bâtiment est complètement étanche. Le bâtiment est complètement étanche et à Venise, c'est une chose absolument essentielle. Ah, il faut protéger toutes ces œuvres quand même. Et l'exposition du moment s'appelle l'éloge du doute. Pourquoi l'éloge du doute? Alors l'éloge du doute parce que c'est une manière de considérer l'art, non pas comme une série de certitudes, non pas comme des réponses, mais plutôt comme une série de questions. L'art comme puissance de doute, mais un doute créateur, pas un doute qui vous paralyse, un doute qui vous mène plus loin. Cette œuvre-là, effectivement, elle pose des questions. Oui, c'est quoi? Alors ça, c'est l'une des œuvres qui sont un peu une des icônes de la collection. C'est une œuvre de Maurizio Cattelan, l'enfant terrible de l'art contemporain italien. C'est une œuvre qui peut se lire de deux manières, soit de manière un petit peu tragique, comme le geste désespéré d'un cheval qui essaierait de sortir du musée et de se jeter dans le Grand Canal, mais qui verrait sa course arrêtée et s'écraser dans le mur, ou d'une manière un peu plus ironique, comme une sorte d'anti-trophée. Là où les trophées d'habitude montrent leur tête, là c'est un trophée qui montrerait son arrière-train. Donc une manière je dirais, d'être assez critique ou ironique par rapport à l'idée même d'une collection. Et ça, c'est Jeff Koons. Ah oui, ça c'est la série Popeye de Jeff Koons. Ça semble être des jouets de plage gonflables, et en fait pas du tout. Chacun de ces objets est réalisé en acier, soigneusement peint à la main, et chacun d'entre eux pèse plusieurs centaines de kilos. Donc c'est un jeu là aussi sur le doute. On croit voir une chose insignifiante, légère, et en fait ça pèse des tonnes. C'est incroyable, on dirait vraiment On a très envie de toucher pour vérifier. Évidemment, j'ai pas le droit. Ah, mais ça fait partie du plaisir, c'est qu'on n'a pas le droit de toucher, bien sûr. Et ça, c'est le clou du spectacle. Ça, c'est le cœur de Jeff Koons, le célèbre cœur de Jeff Koons. Là, on est vraiment à la pointe de la pointe, on est tout au bout, au moment où les deux, où le Grand Canal et le canal de la Giudecca se rejoignent. Et c'était l'idée d'avoir une œuvre comme ça, très, très généreuse, très accessible à tous, et qui en même temps joue un petit peu avec aussi, de manière un peu ironique, avec cette idée de Venise, ville des amoureux et des voyages de noces. Donc il y a aussi un petit clin d'œil dans le fait de mettre le cœur à cet endroit-là. C'est devant ce cœur que je vais vous quitter. Je vous remercie beaucoup pour cette visite. Merci d'être venu. Au revoir. À bientôt. Tu vois le Mose, les constructions du Mose, c'est pour la protection de Venise contre les grandes marées. C'est un système de barrières sous l'eau qui monte lorsque viennent les marées hautes. Ce sera terminé dans quelques années. Espérons que ça fonctionne. Ouais, j'espère. Ça serait dommage qu'une aussi belle ville sombre sous les eaux. C'est vrai, c'est vrai. Il y a 3 barrages qui sont actuellement en construction le long de la lagune. Ces travaux ont été décidés dans les années 70 après les très grandes inondations de 1966 où la marée était montée à 1,94 m et la ville de Venise avait été engloutie. Beaucoup d'habitants avaient quitté la ville pour ne plus jamais y revenir tellement ils avaient été traumatisés. Vincent, là c'est Padoue. Ah, Padoue. Oui, je vois la basilique Saint-Antoine. Sant'Antonio Basilica. Saint-Antoine, qui est le saint patron de la ville de Padoue, bien qu'il ne soit pas originaire d'ici, mais de Lisbonne. Il est né au XIIe siècle à Lisbonne, au Portugal. Mais il est mort ici, à Padoue. Il est enterré, là, sous la basilique. Et là, c'est Prado della Valle, la grande place. Ah oui, on voit le Prato della Valle, c'est la célèbre place de Padoue. C'est la plus grande place d'Europe, en tout cas une des plus grandes. Elle mesure 9 hectares. Et vous le voyez, c'est une île bordée d'un canal et de 78 statues. Il y en avait une dizaine de plus avant. Elles représentaient des grands dirigeants de Venise et Napoléon les a faites détruire lorsqu'il a pris le contrôle de la ville et de la région. Padova da Mike Bravo.
Et me voici sur cette immense place du Prato della Valle où m'attend Raffaele De Caro, qui est professeur d'anatomie à l'université de Padoue. Cette université est la deuxième plus ancienne d'Italie, après celle de Bologne, et certainement l'une des plus anciennes du monde puisqu'elle date de 1222. Bonjour Raffaele. Ravi de vous rencontrer. Ravi également. Il y a 80 000 étudiants à Padoue. On y a d'abord étudié exclusivement le droit, puis à partir du XVe siècle, d'autres disciplines, comme la philosophie, l'astronomie et la médecine, dont la faculté renferme le plus ancien théâtre d'anatomie du monde. Et voilà cette très ancienne et très belle faculté de médecine de Padoue. Qui sont tous ces gens? Ce sont tous des professeurs d'anatomie. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont aussi des professeurs? Ce sont les crânes de certains professeurs. Ah, mais c'est vraiment des professeurs, je plaisantais, moi. Et donc un jour, vous aurez votre crâne ici? Je ne sais pas. Peut-être. Bonjour. Bonjour. Je vous présente le professeur Maurizio Rippa, qui enseigne l'histoire de la médecine. Alors, vous êtes la personne la mieux placée pour m'expliquer à quoi servait cet endroit. Ici, on faisait les autopsies pour les étudiants en médecine. Il a été fondé en 1595. À ces balustrades se sont appuyés des dizaines de milliers d'étudiants jusqu'en 1850 environ. Mais au début, l'anatomie était faite plutôt pour la médecine ou pour les arts? Parce que c'est Léonard de Vinci qui a commencé. Et puis il y a eu Michel-Ange, Donatello, etc. Ici, on faisait de l'anatomie pour les médecins. Les médecins travaillaient aussi avec les artistes. Les artistes participaient à l'élaboration des livres d'anatomie. C'était donc un cercle vertueux. Les cadavres disséqués en bas étaient ceux de condamnés à mort, de préférence des pendus, moins abîmés que les brûlés, les décapités ou les écartelés. L'Église tolérait ces séances tant qu'elles avaient un caractère scientifique. Mais dans ce théâtre, elles n'étaient pas loin d'être un spectacle. D'ailleurs, le professeur donnait son cours accompagné de musique. Le professeur a mené un groupe de personnes à connaître l'anatomie. Leur anatomie, à travers un corps humain. Il y avait donc un aspect technique, mais aussi un côté théâtral, comme l'indique le nom de cette structure, pour impliquer émotionnellement les spectateurs. Un ton incisif, c'était un show. Donc il n'y avait pas que des étudiants? Non, mais des notables de la ville. Comme des banquiers, des religieux, des politiciens. Ceux qui voulaient faire un voyage à l'intérieur du corps humain. Pendant la Renaissance, beaucoup de gens désiraient connaître le microcosme, le macrocosme et l'univers. Et ici, il y avait Copernic et d'autres qui étudiaient, comme Galilée, qui étudiait le macrocosme et l'univers. En revanche, le microcosme s'étudiait dans les théâtres d'anatomie. Et nombreux étaient ceux qui voulaient découvrir le microcosme. Le père de l'anatomie moderne a enseigné dans ce théâtre. Il s'appelait André Vézal. En disséquant ici même de nombreux cadavres, il a publié De Humani Corporis Fabrica, le plus gros traité d'anatomie jamais écrit, qui fait encore référence aujourd'hui. Et on aperçoit une jolie ville fortifiée qui ressemble étrangement à Carcassonne. Ça ressemble à Carcassonne en France. Oui, c'est comme un petit Carcassonne. Mais ce qui est unique, c'est que les murs sont d'origine, depuis le XIIIe siècle. Parce que Montagnana a assuré la République de Venise de sa loyauté, qu'il a acceptée, et donc a laissé ses fortifications intactes, sans y faire de percées. Vincent, Vérone est sur la droite. Oh oui, nous arrivons à Vérone, la ville de Roméo et Juliette. Une superbe cité et très ancienne, puisqu'elle possède une arène qui date de 30 après Jésus-Christ. Elle a été construite par les Romains pour les Jeux du cirque. Et c'est maintenant
un des hauts lieux de l'art lyrique. On y joue énormément d'opéra et les plus grands chanteurs ont fait résonner leur voix dans ce magnifique théâtre. Pour rejoindre les arènes que j'ai vues du ciel, je traverse cette très romantique ville de Vérone, qu'on appelle aussi la ville des amoureux. Pour autant, cette réputation repose sur un mythe. La célèbre tragédie de Shakespeare se situe bien ici, à Vérone, mais elle n'a jamais eu lieu. Le dramaturge anglais s'est inspiré de 2 nouvelles écrites par des Italiens qui ont choisi Vérone comme cadre à cette histoire d'amour. Et ni les Capulet ni les Montaigu n'ont jamais existé. Et pourtant, je vous en ai quelque part, vous allez voir. Regardez, c'est le passage obligé de tous les visiteurs de Vérone. C'est la maison de Juliette Capulet, avec la statue de Juliette, dont il faut, paraît-il, toucher les seins pour avoir de la chance en amour, et puis le fameux balcon. En fait, il s'agit d'une maison d'époque, certes, mais tout à fait quelconque, à laquelle la municipalité a rajouté ce balcon dans les années 30, à la suite du succès du film hollywoodien de John Cukor, Roméo et Juliette. Quand on voit le nombre de touristes qui se pressent ici, on comprend que la municipalité joue un peu sur la réalité et on comprend aussi que les gens aient besoin qu'on leur raconte de belles histoires, qu'elles soient vraies ou fausses. Aux fameuses arènes de Vérone m'attend un metteur en scène qui dirige également l'Académie d'opéra de la ville, Carlo Saletti. Carlo ? Oh Vincent, bonjour, ça va ? Bonjour, ça va bien. Il m'explique que ces arènes pouvaient accueillir jusqu'à 30 000 personnes. C'est grandiose. Elles furent le théâtre de sanglants combats de gladiateurs et même, pendant l'Inquisition, du supplice par le bûcher de 200 cathares. Et après avoir été un cirque et malheureusement un lieu de massacre, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire un des principaux lieux dans le monde pour l'art lyrique. Ça s'est passé au début des années du XXe siècle. C'était un grand ténor de l'époque, d'ici originaire de Vérone, Giovanni Zenatello. Il a dit, c'était un pari vraiment, je suis sûr que l'acoustique de ce lieu, c'est magnifique pour chanter l'opéra. Et donc il est venu ici avec ses amis, il a essayé de chanter. Il a chanté un peu, il s'est rendu compte oui, que c'était comme ça. Donc. Et comme c'était le centenaire de la naissance de Verdi, ils se sont dit on va monter un opéra en plein air. Oui, Aïda. Et vous voyez là-bas, regardez, c'est exactement la reproduction du premier décor des Fagioli. Les Fagioli, c'était les décorateurs. Regardez. Alors là, on voit le décor. Oui, le décor. Et donc là, on était en 1913. Depuis, chaque été, on joue au Festival de Vérone les plus grands opéras. Et puisque nous sommes dans la ville de Roméo et Juliette, Carlo m'emmène à son académie voir la répétition de l'opéra de Bellini, interprété comme le voulait le compositeur, par 2 femmes. Vincent, on rentre ? Oui. Super vol. On a eu du beau temps, et les villes, Venise, Padoue, Vérone, c'est magnifique. T'as vraiment un pays superbe. Merci. Il faut les préserver pour le futur. Merci beaucoup, Antonio. Merci beaucoup, Vincent. I can fly, I can fly, I swear I can touch the sky. I can fly, I can fly, I can fly, I swear I can touch the sky. I can fly, say goodbye, it's a breakout, and I swear I will be back, 'cause I can fly.